Bonjour à tous, alors aujourd'hui on commence par la correction du 38 de la page 416. Bon, je pense qu'il n'a posé de problème à personne. On vous demandait à l'aide de la calculatrice de calculer la probabilité que le paquet de pâtes ait une masse comprise entre 490 et 505, donc on obtient 0,9938. Probabilité que ce soit inférieur à 480. Dans l'énoncé, on vous disait un grand magasin affirme qu'un de ses clients a acheté un paquet de moins de 480 grammes. Que peut-on penser? Donc quand on fait le calcul, eh bien on s'aperçoit que la probabilité que ce soit inférieur à 480 est proche de 0, voire nulle. Donc en fait, on peut penser que ce n'est pas dû à la machine. Donc on pense que le problème ne vient pas de la machine, mais d'un autre problème. Quelqu'un a pris des pâtes dans le magasin, peu importe, mais en tout cas, on ne peut pas reprocher à la machine d'avoir fait un paquet de moins de 481 grammes, puisque la probabilité est nulle. Alors aujourd'hui, on va voir la suite du cours. Donc je vais aller assez vite parce que je vous ai déjà tout distribué. J'illustre juste par une petite gaussienne, donc il faut prendre l'habitude d'en faire une. Eh bien, si vous prenez un mu quelconque et un sigma quelconque, eh bien, vous avez toujours, regardez, je vais faire l'expérience devant vous, j'espère que tout le monde voit bien ici, hop, voilà. Donc, ça veut dire que vous allez dans menu, vous allez dans stat, vous allez dans distribution, vous allez dans loi normale et dans NCD. Imaginons qu'on prenne par exemple un mu qui est égal à 100 et un sigma qui est égal à 10. Eh bien, si je recule de 10, mu moins sigma, mu plus sigma, donc si je vais de 90 à 110, eh bien la probabilité est de 0,683. Si maintenant je recule de 2 mu, donc de 80 à 120, eh bien ma probabilité passe à 0,954. Et enfin, si je retire encore 10, de 110 à 130, je passe à 99,7%. Donc ce qui signifie que quand on fait une gaussienne, eh bien c'est important d'avoir le mu et le sigma. Le mu qui va vous donner l'abscisse du sommet de cette gaussienne. Et quand vous reculez de sigma et que vous ajoutez sigma, il y a toujours 68% des variables qui se situent dans cet intervalle-là. On passe à 95% quand on retire 2 sigma. Et on passe à 99,7% quand on passe à 3 sigma. Donc vous verrez que je mets souvent 2 chiffres ici, 2 chiffres, mais là on est obligé d'en mettre 3, parce que si on veut en mettre 2, il faudrait mettre 100%, et on a bien conscience qu'on n'a pas 100% des valeurs. Voilà, ce qui veut dire que vous pouvez trouver dans un exercice, par exemple le jour du bac, pour ceux qui vont passer l'oral, on peut vous dire, voilà une variable aléatoire qui suit la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Donc je vous rappelle qu'on met l'espérance et la variance. L'écart type est donc égal à 10, la variance étant l'écart type au carré. Eh bien, on peut vous demander sans calculatrice de calculer la probabilité que ce soit compris entre 80 et 110, par exemple. Eh bien, c'est à vous de penser à faire une petite gaussienne, à faire le schéma, à savoir que quand on recule de 10 et qu'on avance de 10, on a 68%, 68,3% des valeurs. Quand on recule de 2 sigma, donc de 80 à 120, on obtient 95,4% des valeurs. Ce qui signifie que si on me demande entre 80 et 110, eh bien, il suffit de prendre déjà tout ce qui est bleu là, ce qui va nous faire 0,683. Et je rajoute juste la petite partie qui est là. Et comment calcule-t-on la petite partie qui est là? Mais il suffit de prendre les 95,4%, de retirer les 68,3% et de diviser par 2, parce qu'on a la même chose à gauche et à droite, ce qui veut dire que le 13,55%, c'est ce qu'on trouve ici. Qu'on rajoute au 68,3%, donc on obtient 0,8185, et tout ça sans calculatrice, mais on peut le vérifier en mettant 80 et 110. Et on obtient 0,8185, donc environ 0,82, et tout ça sans calculatrice. Voilà, ensuite on passe pour terminer le chapitre à l'échantillonnage. Alors là je vais un petit peu vite parce qu'en fait vous avez déjà vu ça en seconde. On a juste un intervalle de fluctuation qui est un tout petit peu différent, c'est un intervalle de fluctuation asymptotique. Pour ceux qui ne se rappellent pas du cours de seconde, je vous invite à aller voir ma vidéo qui a été postée cette semaine. Et justement je réexplique bien ce qu'est un intervalle de fluctuation. En plus vous allez voir un exercice très concret sur un procès qui a été gagné. Donc ça peut être intéressant d'aller revoir ça, puisque le principe est exactement le même. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris le principe en seconde, c'est exactement le même en terminale. Donc vous avez un intervalle de fluctuation qu'on appelle un intervalle de fluctuation asymptotique. Je vous rappelle que celui de seconde, c'est P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Donc vous allez le voir sur la vidéo numéro 5. Donc c'est une des dernières vidéos qui a été postée. L'intervalle de fluctuation asymptotique, il est un tout petit peu plus précis que l'intervalle de fluctuation que vous avez vu en seconde. C'est-à-dire qu'on est toujours dans 95% des cas. Alors 95% des cas, ce sera sur le seul qui est au programme.
c'est-à-dire qu'il faut mettre un 96 et plus un 96. Cet intervalle de fluctuation asymptotique est plus précis que celui que vous avez. C'est-à-dire que dans 95% des cas, on va se trouver dans cet intervalle, qui est un intervalle plus restreint, plus petit que l'intervalle de fluctuation qu'on a en secondes, qui fait P-1 sur racine de n. C'est-à-dire que si vous faites un schéma, en fait, vous obtenez l'intervalle de seconde P-1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Ce sera un intervalle qui est donné en secondes. On dit aux élèves de seconde qu'il y a 95% des valeurs qui sont dedans. Et l'intervalle de fluctuation asymptotique, ça va être exactement du même style, mais cette fois-ci, les 95%. Donc ça veut dire que ce n'est pas faux, hein, ce qu'on dit en seconde. On a juste un intervalle de fluctuation qui est beaucoup plus précis en terminale que celui qu'on a en seconde. Mais on a maintenant 95% des valeurs qui sont dans cet intervalle-là. Si on veut 99% des valeurs, eh bien, au lieu de mettre un 96, on met 2,58. C'est les fameuses valeurs que vous aviez dans votre cours. Et si on veut d'autres valeurs à 97%, eh bien, c'est un autre coefficient qu'on va mettre ici. Donc le U-alpha, c'est les valeurs dont on a parlé dans le paragraphe précédent. D'accord ? Pour utiliser cet intervalle de fluctuation asymptotique, il faut deux conditions. Il faut que n soit plus grand que 30 et il faut que n fois p soit plus grand que 5 et que n facteur de 1 moins p soit aussi plus grand que 5. Et bien dans ce cas-là, si f appartient à cet intervalle, on dit que la proportion p que la proportion est p dans cet échantillon, avec un risque d'erreur de 5%. Et si jamais votre fréquence n'appartient pas à l'intervalle, alors on rejette l'hypothèse selon laquelle la proportion est p dans cet échantillon. Voilà ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation asymptotique. Mais revoyez le cours de seconde, ça va vraiment, si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, ce ne sera pas un rappel, mais si vous l'avez déjà vu, ça vous fera pas de mal d'aller le revoir, c'est vraiment le même principe. Je termine juste avec un exercice, l'exercice 22 de la page 445, qui est un exercice du coup concret par rapport à ce que je viens de voir à l'instant. Donc dans cet exercice, on vous dit donc une étude américaine. Je vous invite à faire pause en fait. Je ne vais pas vous lire l'énoncé. Vous faites pause, vous allez lire l'énoncé, puis je corrige dans la foulée. Donc la fréquence observée, c'est 13 sur 40, donc ça n'a posé de problème à personne. Après on utilise un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc on vérifie d'abord les critères, sinon on n'aurait pas eu tous les points le jour du bac. P égale 0,22, n égale 40, donc n est bien plus grand que 30, n fois p que vous calculez est bien plus grand que 5, et n facteur de 1 moins p est bien plus grand que 5. Donc vous en déduisez un intervalle de fluctuation asymptotique qui est 0,0916. Alors attention, on ne prend pas une valeur approchée, une valeur arrondie, on prend une valeur approchée par défaut à gauche et par excès à droite. Il faut que les deux valeurs que vous calculez ici soient bien dans l'intervalle. Si on prenait une valeur arrondie, on n'aurait pas forcément la valeur dans l'intervalle. Donc par défaut à gauche et par excès à droite. Et on s'aperçoit que notre fréquence qui est de 0,325 appartient bien à l'intervalle. Ce qui veut dire que du coup, notre échantillon sur notre émission de télévision est bien représentatif de la population, et donc l'hypothèse faite semble bien réaliste. Voilà, demain on se voit pour le dernier chapitre, le dernier paragraphe, et on aura terminé le cours. Je vous enverrai aussi la fiche de capacité, et le cours sera terminé pour le programme de Terminal S. Voilà, à demain.